Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo et en podcast, en direct des WSOP. Avant de démarrer, je vous rappelle, on met la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon on n'est pas prévenu de toutes les vidéos. Les amis, on est à la King's Lounge du Paris, on est les seuls à pouvoir tourner là. Et on remercie Greg pour ça et on embrasse fort le grand patron du poker français et peut-être même du poker mondial. Et aujourd'hui, je reçois deux amis, deux frérots, deux dégénérés. On a passé une très très belle nuit au South Point. On pourrait vous la raconter, mais on serait obligé de fermer la chaîne après. À ma gauche, mon frérot dans la vie, mon frérot dans le cœur, mon frérot pour toutes les histoires qu'on pourra un jour vous raconter et celles qu'on ne vous racontera que pendant un procès, c'est monsieur Adrien Guyon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Un autre frérot que vous ne connaissez pas, et il me tarde de vous le présenter. C'est le patron de la team Scimitara. Hein, Scimitara. C'est lui, et derrière tout ça. C'est aussi un trader de grande réputation qui a gagné beaucoup d'argent, mais il n'en a pas déclaré autant. C'est monsieur Romain Bayeul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux d'être enfin sur ta chaîne, Loïc. Ben oui, mais bon, on se voit une fois par an à Vegas. Le reste du temps, monsieur parcourt le monde entre le Qatar, la Thaïlande et la Suisse. Pardon, Dubaï. Et Dubaï, pardon. Bon les amis, heureux d'être là, on va parler de ce qui se passe au WSOP, on va parler de nos vies. Romain, on va commencer avec toi mon ami, parce que toi tu as un parcours un peu atypique. Tu as, comme je dis, tu es trader, ça oui. C'est ton activité. Ça veut dire quoi être trader en 2024 ? Bah, écoute, mon job exactement, c'est d'acheter et de vendre des actifs, en l'occurrence les indices américains. Donc le Dow Jones, le Nasdaq, je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Okay. Et d'essayer de faire des profits. Voilà. Donc rien à voir avec la crypto, tout ça, tu touches pas? Oui, non, je fais un peu de crypto. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est moi qui avais sollicité Nabila en 2017 pour parler du Bitcoin. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup amusé. À l'époque, on cherchait un petit peu un moyen de faire un peu de buzz et je trouvais ça très drôle de faire dire à Nabila que le Bitcoin c'était génial et qu'il fallait en acheter. Après, elle a dit un peu n'importe quoi, on n'a pas vérifié le script, mais bon, oui. La crypto, oui, j'en fais depuis 2017, mais je suis pas trader de crypto-monnaie. Je suis plutôt un holder, comme on dit. J'ai des Bitcoins, du Solana, etc. que je garde depuis des années. Non, moi, mon dada, c'est les indices américains. D'ailleurs, j'ai un beau tatouage. Ici, c'est le code du Dow Jones, c'est parce que c'est mon actif favori. Et donc, je fais du day trading. J'achète, je revends dans la journée, 1-2 trades par jour, dans le but d'essayer de dégager des profits. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais en tout cas, c'est un peu comme le poker. C'est des maths, des cotes, des statistiques, des probas, des setups. Et il y a grosse similitude avec le poker. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et on est d'accord, des élèves aussi? Ouais, parce que j'ai une école qui s'appelle Livestream Trader, sur lequel je me permets de former ceux qui souhaitent apprendre à faire de l'analyse technique et du trading. Et je fais ça en direct, tous les jours. Tous les jours, je trade devant vous et j'explique pourquoi j'achète là, pourquoi je vends ici. Donc il y a un côté. Ah oui, ça c'est pas mal. Tu fais des reviews live de ce qu'il fait, quoi. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, mais pas devant les mecs. Voilà. Comme ça, moi, tu peux pas les prendre pour des cons. Voilà, c'est pas hier j'ai acheté ça, c'est je le fais en direct. Donc je pense que c'est plutôt transparent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de poker dans ma communauté. Ouais. Je peux pas tout dire. Et le poker, ça fait une dizaine d'années que je m'amuse un peu comme ça à faire quelques festivals, quelques tournois, Malte, Sismix, Las Vegas, j'y suis allé pour la première fois l'an dernier. Et voilà, il y a de grosses similitudes et j'adore ça. Scimitara, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps que je voulais investir sur du poker, justement. D'abord pour jouer par procuration, parce que mon travail ne me permet pas de faire jouer beaucoup. Voilà, de faire autant de festivals que je le souhaiterais. Et au départ, j'ai participé à la création de Nutser. Oui. Voilà, c'est même moi d'ailleurs qui ai trouvé le nom, Nutser, oui, j'en suis pas peu fier. Et parce que je connaissais bien les fondateurs historiques et ils cherchaient des fonds. Et donc je les ai mis en relation avec un investisseur. Et donc j'ai participé au lancement de Nutser et par la force des choses, j'ai dû me séparer d'eux. Ouais. Enfin, ils se sont séparés de moi pour être exact. Et un peu frustré, j'ai toujours cherché à réinvestir dans une équipe voilà, comme ça, faire du stacking, mais aussi une aventure humaine. C'est ce qui m'a plu chez Scimitara et notamment chez Aladdin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et par la force des choses, j'ai rencontré Antoine, un ami d'Aladdin, sur un festival à Malte, qui m'a dit justement, il cherche des fonds, etc. Ça s'est fait comme ça.
Et j'ai investi sur eux l'an dernier, première année complète avec eux. Ils font que le circuit asiatique. Première année incroyable d'ailleurs. Grosse. Parce que donc ton équipe Aladdin Rescala qu'on connaît, Yannick. Le seul à avoir qualifié, à avoir gagné 2 fois la Top Shark. Yes. Qui est un très bon joueur online. Là, il a mis beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à avoir des résultats, mais online, ça a toujours été un Shark. Romain Beer, notre légende nationale qu'on embrasse de tout notre cœur. Et Yannick. Et BBA. Donc, BBA, et BBA. Mais BBA a déjà une réputation d'être un bon joueur live. C'est un bon joueur live, c'est un personnage extrêmement attachant. Moi, je mets beaucoup la valeur l'affect humaine, aussi, bien sûr, avant le business pur. Et gros coup de chat, si je peux me permettre, puisque l'an dernier, premier festival, Yannick fait 2e du main. Donc on prend 150K. Et donc ça a lancé cette première année. Aider. Voilà. Donc pour parler un peu de chiffres, on a fait 70% de résultats sur cette première année. C'est énorme. Donc ça fait plaisir. Donc évidemment, je les ai suivis sur cette 2e année. Et là, on a été un peu plus loin puisqu'ils veulent jouer des high rollers. Donc du coup, on a monté un peu la roll. Alors attends, high roller, là-bas, ça correspond asiatique. À quoi? C'est cher. C'est 5 000 $. 5 000 $, ok. Ah oui, ça commence à... En fait, ils ont plein de catégories de high roller sur les festivals. Je vois qu'il y a des 2000, des 3000, des 4000, des 5000. Oui, ça dépend. Il y en a un peu partout. Exact. Il y en a un peu partout. Effectivement, je les vois pas mal là-dessus. Et ils sont assez réguliers sur l'étape finale. C'est un petit film, mais ils sont très réguliers. Et ils sont assez connus, entre guillemets, parce que c'est les seuls Européens qui participent à ces tournois-là. Donc, c'est leur petite réputation, notoriété. Et je les ai suivis, d'ailleurs, j'étais les voir en Malaisie, à Genting Island. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, pardon, c'est un Las Vegas des années 70. Et c'était cool. En tout cas, voilà, je fais celui qui a le plus gagné, c'est Romain Beer, parce que Romain, il me semble que je l'ai vu avec le trophée tous les 3. Il a pris plusieurs sides, il a fait plusieurs tables finales, mais non, le plus gros, ça doit être Yannick, je pense. Non, mais je veux dire en termes de trophées. C'est Romain. Oui. En trophée, oui, il a 2 ou 3 sides. Il a une vitrine, le mec. Ouais. Bon, très bien. Donc, on a une idée de ces projets. Il y a un objectif au bout de Scimitara, ou c'est vraiment tu restes dans le kiff? Ou des fois tu penses à industrialiser, ou tu penses à avoir une team en France, ou tu penses à en faire des projets avec? Oui, moi j'aimerais bien développer ça et avoir une team en France. Je pense que ça peut être sympa. Après évidemment ça dépendra des résultats de ces 3 premiers joueurs. Mais l'idée c'est d'essayer de développer, peut-être pas faire un modèle comme Nutser, parce que je pense pas que ce soit le modèle économique idéal pour ce genre de projet. Mais peut-être développer demain online du contenu pédagogique. Ok. Bon, écoutez, les affaires sont posées. Maintenant que nous avons une belle présentation de notre Romain, les amis, comment ça se passe ce Vegas, Mont-Adry, là, on en est où? Comment ça se passe, les tournois? Tu me poses la question comme si tu savais pas ou... Je sais, mais... non, mais moi, ça va. Alors moi, je suis arrivé un peu plus tard que toi. Ça fait déjà un mois que tu es là. Moi, je suis arrivé il y a 15 jours, je dirais. Une quinzaine de jours. Moi, je suis arrivé avec ma compagne pour les premières semaines, les 10 premiers jours. Donc, j'ai peu joué le temps qu'elle était là. On a plus visité, fait des choses sur place. Je l'ai accompagnée sur 2-3 petits tournois parce qu'elle est joueuse également. Donc, j'ai peu joué. Donc, j'ai surtout commencé à jouer là depuis quelques jours. J'ai joué 5 tournois. J'ai dit prendre le premier et Blanc les 4 autres. J'ai dit prendre le Millionnaire Maker, le 1005 là. Jusque-là, tout est normal. Hein. En fait, oui, en termes de chiffres, c'est pas une vanne. 5 tournois, un deep run, et en plus, j'avais vraiment des très bonnes sensations. Et puis surtout, en fait, j'ai deep run tous les tournois que j'ai joués, si tu veux. J'ai bust aucun tournoi dans les premières heures. J'ai quasiment tout le temps vu les dinner break, tu vois, ce qui est assez rare, pour être signalé. Donc en fait, pour dire qu'en termes de sensations... C'est très frustrant, par contre. En termes de sensations, je suis très ok parce que je monte des jetons quasiment tout le temps. Donc je joue souvent plusieurs heures, comme je disais. Donc voilà, 5 tournois, un ITM, un deep run, et voilà, on va enchaîner. Là, il y a les qualifs du main qui viennent de commencer. D'ailleurs, avec Romain, sans trahir un secret, on va y aller après là. On va se qualifier tout à l'heure. Et puis voilà, le main va s'enchaîner derrière. Et puis moi, pour la première fois, parce que ça fait moi, je sais plus si c'est mon 6e ou 7e Vegas, mais c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Je reste vraiment jusqu'à la fin du festival. Et du coup, il y a pas mal de tournois qui vont s'enchaîner derrière. Je vais avoir au moins 5-6 beaux events derrière le main. J'ai un peu de PLO, on va partager quelques tournois ensemble. Et voilà. Donc oui, d'ailleurs, il faut que je te parle d'un tournoi il faut que je te vende pas. Parce que en fait, j'ai trouvé un truc incroyable à faire.
Écoute, on est ouvert à tout. Voilà. Bonjour, c'est notre émission. On fait ce qu'on fait. Exactement. Donc voilà, plutôt tranquille. Je suis installé là depuis un petit moment. Il n'y a plus d'histoire de jet lag, de fatigue, de quoi que ce soit. On partage des petites soirées gambling, bouffe, anecdotes, incroyable. etc. Pour vous expliquer, hier soir, on allait au South Point. On s'est dit, on a décidé ça à 18h54. J'ai appelé Romain à 18h55. Adrien est arrivé à 18h56. Magnifique. On s'est dit, on y va 2 heures. On est rentré à 4h30 du matin, après avoir tenté une dernière montante. Mais tu t'es mis enfin à la roulette, ça on peut le dire aussi. Bah oui, parce que ça va rassurer ma famille, c'est bien. Avant ça allait pas, mais là ça va mieux, je fais la roulette. Non, puis en plus, t'as vu, il a pas des pulsions à la roulette. Je pense qu'il est fait pour plutôt ça. raisonné, ça mise 2-3 jetons par 2-3 jetons. Très méthodique à la roulette, surtout il sort pas des règles et c'est magnifique à voir. Ce qui m'emmerde, c'est surtout que si le 26 était sorti, je peux vous dire qu'on aurait passé. Alors c'était le 25. J'aimerais bien revoir ta tête quand tu as décidé de mettre cette pile de jetons sur le 26. Bah, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'on a déjà fait descendre un manager, parce que c'est non autorisé de 1800 € sur un seul chiffre. C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas tous l'ambition de prendre 65K en 2 minutes. Et avec cette petite astuce quand même qu'il faut noter et que tu peux partager à tous tes viewers, Loïc attend que la croupière jette la bille. Oui, voilà, parce qu'il est persuadé. Avant de mettre ses jetons parce qu'il est sûr que c'est pipé. Donc on se fait forcément balancer par ses amis surtout. Non, on se fait pas balancer, c'est une astuce que tu peux partager, je pense. Et gratuite. Encore une fois, les jeux d'argent sont très dangereux. Hein, la kiwi roulette. Vous avez tu te rappelles de ça Oui, je m'en souviens. Mais voilà, et une petite technique on appelle ça la technique bulgare. Ouais. C'est de vraiment à la dernière seconde où vous ne pouvez plus miser, vous mettez cette pile sur le 26. Et ça peut le 25. Passer. Ça peut passer. Mais il y a aussi des gens qui jouent que le 0 quand même. Il faut quand même le. Ouais. Alors moi, ça m'a surpris. Moi, je connais quelqu'un, ça fait 5 jours tous les soirs. Je suis avec lui jusqu'à 2h du matin et il joue le 0. Voilà. Et il va venir. Parce qu'il l'a pas fait que hier soir. Ah non, ça fait 5 jours qu'il joue le 0. Et pourquoi Alors, je vais t'expliquer mon raisonnement. Tu as autant de chances que le 0 sorte que le 4, que le 12, que le 28. On est d'accord. Alors oui, mais je peux poser une question du coup. Oui. À la roulette, on joue pour le plaisir. Non. Tu joues pour l'argent ? Pour l'argent. Ok, bah joue à autre chose alors. Parce que ça, c'est perdant. Donc c'est perdant. Non, bien sûr, mais on joue pour le frisson. Du coup, vu que t'as un frisson une fois tous les 7 ans, vu que ça tombe une fois tous les 7 ans. Je t'assure, parce que tu ne l'as pas encore vu. Une fois je sur 37, t'assure que ça sortira. Plus que ce que tu crois. Ça sortira, mais ça fait 5 jours que tu joues, t'es à 5 jours de après, frustration. c'est des maths. Je vais monter en puissance tout doucement en termes de mise. Tu verras. 36 fois 200, ça va faire du bien. Ok. Bon, en tout cas, moi, ma technique, c'est de jouer le 0. Voilà, c'est comme ça, j'adore ce chiffre. Alors, faut préciser qu'il y a des roulettes avec des doubles 0, mais il joue que le single 0. Non, mais il y a des roulettes avec des triples 0. Il y a des triples 0 aussi. Oui, je sais, merci. Oui, mais tu joues le 0. Tu vois un triple, tu joues le triple, c'est le 0 qui sort. T'as les boules. Bah oui, c'est pour ça, on sait pas pourquoi tu le fais. Je ne joue que le 0. Je ne sortirai pas de ma stratégie. On a vu hier soir. J'applique exactement la même chose en trading, les amis. N'hésitez pas à rejoindre mon école. Non, par contre, pour le coup, alors j'y connais rien en trading. Donc ça veut dire que on est d'accord que tu as des journées perdantes. Déjà, tu traites tous les jours des nouveaux trucs. Tous les jours. Alors en fait, moi, j'utilise l'analyse technique, donc c'est les graphiques. Et il y a des setups qui se répètent, qui ont une forte probabilité de fonctionner, on va dire en général entre 50 et 60%. Et donc quand je lance un trade, j'ai un plan avec un point d'entrée, un stop loss, un take profit, qui est censé te gagner 3 fois ta perte. Là, on lui fait croire qu'on a continué. Oui, qu'on a compris. Ouais. Je précise un truc, il nous a pas payé pour parler de ça, c'est juste que c'est notre ami. En gros, je lance des trades qui ont un potentiel de gain 3 fois supérieur à ma perte. Donc il suffit que je gagne 25% du temps pour être break-even. Parce que ce sont des mathématiques. À condition de tenir ces trades jusqu'au bout, de ne pas tilter, de ne pas s'envoyer en l'air, de ne pas faire des revenge trades, etc. C'est ce que les gens ont du mal à faire. Toi, tu trades uniquement tes fonds à toi ? Ouais. Mais via les propres firmes notamment, c'est aujourd'hui c'est assez répandu. Ouais. Non, si fait à fois acquiescer, c'est faux. Les propres firmes, c'est des sociétés qui mettent à disposition du capital aux traders. Voilà. Donc ça existe, voilà, c'est ça. C'est un peu comme du stacking finalement. Ok. C'est fou. Mais pour avoir ce capital, il faut réussir un challenge, donc un examen qui est payant. Voilà. Ok. Donc tu payes pour prouver que tu as le niveau. Voilà, donc c'est à peu près $500 pour obtenir 100 000 $. Ok. Voilà. Et avec ces 100 000 $, tu vas trader et tu vas garder une partie des profits. Oui, voilà, ok. Voilà. Le modèle aujourd'hui, tu traites tes fonds propres, du coup. Les deux. Tu fais un peu les deux. Oui, parce que ça me enlève le risque financier. Oui, quand donc tu veux finalement, peut-être je donne 10% de mes profits à la propre firme, mais je trade beaucoup plus sereinement.
Alors forcément, je sais pas du tout si tu peux me répondre, mais c'est sans parler de ce que tu gagnes à l'année ou quoi que ce soit, mais par jour, les trades, c'est quoi? Tu places les mises à quelle hauteur? Globalement, moi j'ai à peu près 900 000 $ de capital. Ouais. Donc avec le risque que je prends, un trade qui passe, c'est entre 3 et 4 000 $. Donc tu bêtes pour 1000 $ tu bêtes des petits trades à 3-4 000 $, et ça, t'espères que ça gagne une fois sur 4. Ouais, un peu Et quand plus. ça gagne, il fait x3, c'est ça que tu disais. C'est ça. Mon risque. Et ça, t'en places combien par jour? 1. Ah, t'en places qu'un. Tu prends du temps à analyser. Voilà. 1 voire 2 grand max. En moyenne, je fais entre 5 et 8 trades par semaine. C'est marrant le lien qu'il peut y avoir entre le poker, entre le trading, entre le pari sportif. La crypto, c'est toujours la crypto, c'est de la gestion de l'argent, de la gestion du capital, Bien de sûr. l'analyse de la situation. Et le gros lien C'est pour qu'il y ça a, qu'on est dans un milieu où il n'y a pas de problème à parler d'argent. le gros lien qu'il y a, c'est j'avais que une dans autre toutes question. ces activités, il y a 95% de perdants. Et c'est pas. Mais comme au poker. Voilà, et c'est mais principalement c'est à pour ça cause de la gestion émotionnelle. Parce qu'un trader, comme un joueur de poker, il peut tilter. Ça veut dire qu'on peut faire un trade qui part pas dans le bon sens, on se fait stopper, donc le trade est terminé, on met un niveau auquel ça coupe, et il repart dans ton sens à toi. Et il y a plein de gens qui ont du mal à accepter ça et qui vont essayer de se rattraper, mettre deux fois se refaire, plus. le principe, Voilà. c'est le pire truc. Et ce qui fait que Qu'on a beaucoup de tous, gens... hein, parler. Qu'on a tous. Voilà. Tu sais, Mettre quand des on grosses augmente les piles mises, sur le 26, ce genre de comportement. Donc voilà, non, il y a cette similitude-là qui est la gestion émotionnelle qui est importante dans les 3 activités que tu as citées. Et le plus long bad run, c'est-à-dire le nombre de fois où tu as enchaîné des pertes, c'est Une dizaine de pertes de suite. Ouais, une dizaine, ça peut arriver. C'est pas si gros du coup. C'est assez rare. Ça sert Et l'inverse 13-14 TP. Consécutif de win là par contre. Mais ça veut dire que c'est pas si gros. Hein. C'est-à-dire que la plus grosse perte potentielle, toi, ça a été 20-30 000, t'as perdu de. Ouais, de suite, après, quoi. c'est parce que je contrôle les risques. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. T'as des gens qui s'en vont en l'air, des 200 000, des 300 000. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Mais moi, je prends 0,33% de mon capital de perte acceptée. Oui, c'est ça, un tiers, ouais. 3 000 sur 900 000, ouais. Donc, ok. Donc c'est petit. Et voilà, après, ça fait de l'argent et c'est surtout une passion, un peu comme le poker pour vous. J'ai plein de questions. Et pour arriver à atteindre, parce que donc là c'est un niveau technique, un niveau d'analyse, ça c'est combien d'années La technique, ça va assez vite. C'est en quelques semaines, tu peux maîtriser la technique. Non, c'est parce qu'on a un ami à nous qui est potentiellement médecin, qui aimerait bien monter 8 milliards pour prendre sa retraite. C'est 2 semaines à peu près. Ah, 2 semaines. Non, la technique, ça va assez vite. En 3-4 semaines, tu peux apprendre la technique. Après, ça va être la gestion de toi-même, quoi, de tes émotions. Attends, comment ça en 3-4 semaines En 3-4 semaines, on peut atteindre le niveau technique le tien. Ouais, simple. Derrière, c'est que de la gestion émotionnelle. C'est que ça. Mais t'es sérieux? Ouais, non, sérieusement. Moi, j'utilise du price action, donc c'est l'étude des prix, la tendance, quelle est la tendance du jour. Les setups que j'utilise sont hyper visuels. Donc on peut autoriser de dire que c'est. Toi, tu considères que c'est simple ce que tu fais? C'est ultra simple. Ouais, voilà, j'étais sûr que t'allais dire ça. C'est ultra simple en fait, techniquement. Mais c'est très compliqué émotionnellement. En fait, c'est le faux mot en fait que tu moi, je me bats depuis le début sur YouTube pour essayer de faire prendre conscience aux gens que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est du pipeau. Tous les vendeurs de rêves qui te disent sur Snapchat avec les lambeaux que le trading, tu vas gagner avec ton téléphone, à faire du copy, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pipé. Toutes les personnes qui ont plus de 3 de QI, voilà. Il y en a quand même. Oui, mais ça limite beaucoup déjà. Ouais, on n'est plus que 25%. Voilà. Mais il faut démystifier le trading. Finalement, tu fais un trade au hasard. Ça monte des chances de gagner. ou ça descend, dans l'absolu. Donc si tu sais tenir ton plan et que tu sais pas t'envoyer en l'air, tu as autant de chances qu'un mec qui a une méthode incroyable, puisqu'il n'y a aucune méthode qui va te donner 90%. Oui, voilà, c'est ça, c'est évident. Mais le plus dur, c'est la gestion de soi-même. Moi aussi, après 10 ans, ça m'arrive d'avoir des coups de sang que je maîtrise, heureusement. Et j'ai des petites astuces, la méditation, plein de choses qui font que je ne clique pas ce clic de trop. Mais même moi, après 10 ans, ça m'agace parfois, certaines situations. Donc je pense qu'il faut 5-6 ans pour commencer à être vraiment profitable et régulier. Mais au bout de quelques semaines, ce que moi je fais, tu vas vite le comprendre en fait. C'est fou de se dire ça. Mais ça veut dire que c'est à la portée de, entre guillemets, tout le monde. Et après, alors, mais voilà, le gros du travail. Mais finalement, comme dans tout. Alors le poker, on ne pourra pas dire que le poker, on peut apprendre toute la technique en 3-4 semaines. Mais par contre, des gens qui pensent que c'est 10 ans, c'est faux aussi. Si tu bosses vraiment beaucoup d'heures, en quelques mois, quelqu'un qui a un esprit vif et qui est bon pour encaisser les choses va rattraper beaucoup. Après, par contre, il va lui falloir des années pour vraiment la maîtrise de tous les petits détails. Que ça soit mental, gestion, émotionnelle, bref, de beaucoup de choses. Et de l'expérience
l'expérience. Ce que comble beaucoup, par exemple, regarde, c'est un bon exemple entre le live et le online. Tu sais, on parle souvent de live tard dans live. Et bien, effectivement, ils ont moins de technique que les joueurs online. Ça, c'est une évidence. S'ils osent dire le contraire, ils passeraient pour des fous. Mais par contre, ils ont une expérience du live et de tout un tas de petites choses. Des tels, de l'humain, du timing. De beaucoup de choses. Qui vont combler énormément la différence entre un joueur très technique et un joueur qui est très aguerri en live. Et dans les objectifs des personnes qui se lancent dans le poker ou dans le trading, finalement, c'est un peu pareil. Combien de personnes vous avez entendu dire je veux vivre du poker? Ça fait 6 mois qu'il fait du poker, il a chaté quelques tournois sur Wina. Moi, beaucoup, du coup. Et du coup, derrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'autres revenus, parce qu'il n'y a pas de bankroll, etc. En trading, c'est exactement pareil, en fait. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre son temps, faire ça pour peut-être du plus. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se lancer comme ça. Si tu me dis concrètement. Le problème avec les propres firmes qui permettent d'avoir du capital, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, s'il réussit un challenge, avoir 200 000, 500 000, 1 million de dollars de capital. Ah ouais. Donc forcément, un petit jeune, 22, 23, 24 ans, qui est au SMIC, qui fait 2-3 belles journées à 3-4 000 dollars. Il devient fou. Il tilt. Ouais, enfin, il s'enflamme. Il s'enflamme. Il s'enflamme et il arrête tout et il fait que ça. Et du coup, c'est quand même assez complexe. Comme le poker, si tu as uniquement que ça, je dis pas que c'est impossible, mais voilà, il faut prendre son temps. Donc, quand on me pose la question, il faut combien de temps pour... T'es pas là pour vendre du rêve, t'es là pour vendre du concret. Du concret, c'est des années, c'est comme le poker. Il faut être bon. Je suis relou. Ah mais putain, on va parler de poker un peu quand même. Bon, c'est moins intéressant. Ok. Voilà, on fera une autre interview. Non, mais c'est parce que c'est rare que ça me passionne un sujet, mais là, ça me passionne. Non, mais voilà. Et du coup, tu consacres combien d'heures par jour? Il y a peut-être un cas où tu as chopé un client là. 6-7 heures. Ah oui, donc énormément, voilà. Non, mais c'est oui, quand je te dis 3-4 semaines, c'est quelqu'un qui s'y mettrait. Non, mais oui, non, mais je veux dire, ça te prend. Donc ça veut dire 6-7 heures, parce que tu me dis, je pose un trade par jour. C'est-à-dire que t'as des heures d'analyse. J'ai 3-4 heures le matin de préparation de mes plans. Qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Quelle est l'actualité macroéconomique? Le débrief de la journée de la veille. Très sérieux quand même. Donc 3-4 heures. Et après, la session, c'est 3-4 heures aussi. C'est pas parce que je suis devant l'écran que je vais prendre un trade. Parfois, j'attends 2 heures qu'il y ait une opportunité. Donc c'est en gros, c'est ça, à peu près. Ok, super. Toi, ton Vegas alors? Eh ben écoute, mon Vegas, pour l'instant, j'ai fait un super table final. Oh, bien joué. Oui, on l'a vu. Et on embrasse Hervé. On embrasse Hervé. Non, écoute, moi, j'ai des objectifs qui sont plus plaisir. J'ai fait 4-5 tournois. Notamment un tournoi sur lequel on s'est retrouvé sur la même table. Ah, ça c'est incroyable. Il y avait 5000 joueurs, donc 500 tables, donc 0,2% de probabilité d'être sur la même table. On a joué ensemble. Et j'ai pu voir ton niveau de poker qui est quand même impressionnant. Merci. Je ne m'attendais pas à ça. Merci. Et non, moi je prends du plaisir. Merci. Et tu m'as annoncé, et on peut annoncer cette grande phrase. On est partis tous les deux en dinner break. Bon, moi j'avais déjà une belle montagne. Toi, tu avais l'average à peu près. Et tu m'as dit... quand on s'est rejoint après dinner break, 1h15 de pause, tout ça pour voir des connards me payer avec 2 rois quand j'aurai 2 dames dès la première main, tu vas voir. Et puis tu t'es assis. Donc tu vois que la gestion mentale au poker, pas mal encore du. Tu t'es assis et t'as ouvert 2 dames et t'as raise et il a boîte et il avait 2 rois. À la première main, et il a sauté. Ah, mais tu vois, ça c'est aussi faute d'amateur, ça. Tu as appelé une mauvaise situation. Mais la pensée positive amènera toujours. Alors que toi, un de tes meilleurs amis hier soir, tu lui as appelé l'as dans la gueule. Non, moi je lui ai dit parce que par expérience, je sais pas que je l'ai appelé, j'ai dit quand un mec fait n'importe quoi, fait une erreur technique grossière, il est toujours récompensé. J'étais pas fier de cette erreur-là, mais il a pas dit que c'était toi. Tu te balances tout seul. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, mon Vegas, je suis assez content parce que. Comme tu disais tout à l'heure, je buste pas sur les 2-3 premières heures des tournois, ce qui est quand même assez une bonne chose, on va dire. J'arrive toujours à level 11, 12, 13, dinner break, pareil, des 3-4 tournois que j'ai joués. Et bon, il n'y a pas encore d'ITM, mais j'y compte bien et je prends du plaisir, c'est le principal. Et voilà, après, je suis conscient de mon niveau technique. Je suis pas. On rêve tous de gagner un bracelet, mais voilà, je suis là pour prendre du plaisir. J'en prends. Gagner des bracelets avec un niveau technique. Je voulais relever un truc. Moi, il s'est passé quelque chose il y a 3, 4, 5 jours là. Il y a Negreanu qui a gagné un nouveau bracelet. J'ai vu ça. Et je relevais un truc à Loïc en off. Je lui disais, regarde, t'imagines, Daniel Negreanu, ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas gagné de bracelet. Daniel Negreanu, il doit jouer au moins 40 events par an. Ah oui. Donc, dans ces 40, au moins 10-15 sur des fields qu'on jouera jamais, c'est-à-dire des fields où il y a 100-150 joueurs, parce qu'il joue les variantes. Donc ça veut dire que ce mec-là, qui est censé être un des meilleurs joueurs du monde, a mis 500 tournois pour gagner un bracelet. Et nous, on est des clampins, on vient jouer 8 tournois par an,
Et on y croit. Donc 3 WSOP. Si tu veux, ça remet vraiment les choses en perspective pour que les gens réalisent que c'est très difficile et que même sur les petits fields, même quand il y a 122 joueurs, ça veut dire qu'il y a 121 mecs qui prennent pas le bracelet. Et c'est pas facile. D'ailleurs, ce que je voulais dire moi, c'est que moi je suis arrivé très tôt, je suis arrivé le 7 juin, je crois. Et ça se voit. Ouais, ça commence à durer un peu. Et je commence à voir les joueurs français qui sont arrivés tôt, tu sais. Et tu vois sur leur visage là que ça commence à marquer là. À part évidemment ceux qui ont perfé, Jonathan Pastor, Erwan, tout ça, là ça va bien, tu vois. Elina Cash va très bien aussi. Il vous embrasse avec 1,3 million. On l'aura bientôt dans l'émission. Je crois qu'il trade là aujourd'hui finalement. Il a arrêté. Il part du Rebelle, il dit peut-être un petit. Mais là tu commences à voir les joueurs marqués. Je suis passé à une villa, je dirais pas laquelle. Je les embrasse évidemment, ils sont 9. Il n'y en a pas un qui a fait un début de perf, quoi. Et ils jouent tous 50, 60, 70K, 84 contrats, tu vois. Donc en plus, tu sais, déjà de ta tristesse personnelle, le groupe, les amis, tu vois, part en boule de neige. Oh, c'est compliqué. L'une des choses qui est pour moi les plus difficiles à Las Vegas, et ce ne sera pas condescendant de dire ça, c'est que en fait, tous les jours, les tables que tu t'assois, alors en tout cas les bains que je joue moi, c'est-à-dire jusqu'à 2005 en moyenne, et le main, en fait, tu réalises que tous les joueurs sont vraiment très en dessous de toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu t'assois, tu fais waouh, en fait, je suis 10 fois meilleur que tous les gars. Et très objectivement, hein, moi, j'ai passé l'âge de vouloir me la raconter. Sauf que tu baisses quand même tous les jours. Et en fait, tu les enchaînes. Et en plus de ça, moi, je fais du stacking, donc je l'annonce à mes stackers tous les jours. Bon, bah, les gars, je viens de buster. Bah, les gars, c'est dur. 2 rois valet. Bon, bah, il m'a mis le valet. Il m'a mis 2 valets. Enfin, bref. Tu sais et l'enchaînement de ça. Non mais ça c'est insupportable. Excuse-moi, je précise. Cette année j'ai expliqué, j'ai un stacker, je vous donnerai le nom dans le documentaire qu'on tourne. J'embrasse mon stacker, il m'a dit, je lui ai dit, tu veux que je te tienne au courant pendant Vegas? Il m'a dit, je n'ai rien à branler. À la fin tu me dis s'il y a de l'argent, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Très bien. Mais ça, pour la paix mentale, c'est incroyable. Parce que l'année dernière, quand j'avais mon groupe de stackers, qui était adorable, jamais ils m'ont cassé les couilles. Mais sauf que tu as envie de les tenir au courant, etc. Putain, mec, j'étais tout le temps dans les 20 derniers pourcents, tout le temps je bustais avant les ITM, je pétais un câble, quoi. Et tu photographies à photo. Et alors là, je me suis fait enculer, il avait As, 2-2, et moi j'avais As, Roi, il a fait 1-2. C'est un peu comme moi, parfois mes abonnés qui sont pas dans le live du jour, qui me demandent le soir qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Quand tu as pris un gros stop loss, bah, c'est exactement les mêmes sensations. Alors on a perdu, tu vois. Il y a un effet FOMO, si d'ailleurs ça fait 3, 4, 5 jours que tu arraches tout. D'un coup, il y a 15, 30, 50 abonnés de plus, et puis les jours où tu as perdu 5 jours d'affilée, il y a 40 désabonnements, ou quand même les gens sont plus intelligents que ça? Non, parce que ma communication, elle n'est pas basée sur du court terme. Ouais, ce que j'allais dire, toi tu montes des résultats long terme. Et... Voilà, évidemment qu'une très belle perf... Ils givrent pas tous, quoi. Non, une belle perf, je vais le poster sur mes réseaux, je vais en parler, etc. Mais je suis plutôt dans une approche pérenne et long terme, donc il n'y a pas de chiffres extraordinaires. Du coup, quelle belle perf, parce que tu m'as dit ça fait toujours x3 au mieux. Bah, si t'enchaînes 7-8 TP dans ta semaine. C'est dans la journée que tu gagnes, ou c'est quand tu places un trade? C'est dans la journée. Un trade, il va durer entre 3-4 minutes et une demi-heure en moyenne. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Donc si je fais 5-6 tech profit, donc gains d'affilée, ça fait quand même des sous, tu vois. Oui, 20, 25, 30 000 $. Oui, bien sûr. Donc, quand tu fais ça dans ta semaine... Une soirée à South Point, quoi. Voilà, à peu près une soirée à la roulette avec Loïc, mais... Disons qu'on pourrait spin un peu plus cher. Disons qu'on fait des qualifs de main alors qu'on pourrait déjà le buy-in depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est duplicable, ce qu'on fait. Avec ces fameuses propres firmes, tu peux avoir beaucoup plus de capital et copier tes trades d'un compte maître sur plein d'autres trades, sur plein d'autres comptes. Donc voilà, il y a des choses à faire. En tout cas, si tu veux te former, je t'invite avec plaisir dans mon école, Adrien. La vérité, ça m'intéresse, mais comme plein d'autres choses, il n'a pas le temps. J'ai déjà besoin de journée de 29 heures. Donc on a dérivé, parce que donc, je disais, des joueurs donc, qui commencent à être dans le dur, tu sens qu'ils sont fatigués, etc. Comment vous, alors toi en tant que coach de poker et toi finalement en tant que coach de trading quelque part, comment vous les remotivez vos gars quand ils sont au fond du saut là, vous leur dites quoi là? T'as des joueurs toi qui sont à Vegas là et qui se prennent... Oui bah oui t'en as, je suis con. Ouais, j'en ai plein même. Comment tu fais là pour les remotiver un peu là quand ils se prennent des bad runs de l'espace là? Ben tu sais, en fait c'est toujours un peu les mêmes phrases, mais des phrases réalistes.
tu lui mets face à ce qu'il maîtrise lui. Tu lui répètes que finalement, s'il sort des tournois en étant OK avec ce qu'il a fait, tu pourras pas faire autre chose. Le bad run, la variance négative, ça on le maîtrise pas. Donc en fait, tant qu'il est OK avec ce qu'il a fait, donc je vais discuter de ces situations. Et puis après, c'est moralement, je vais lui rappeler qu'il faut prendre de la distance avec les choses. Je vais lui rappeler qu'il faut que tu sois hyper frais pour le prochain tournoi. Et ça, c'est entre toi et toi. Si tu commences un tournoi et que pour premier coup, tu perds 5% de ton stack, tu as envie de tuer des lapins, ça sert à rien, faut pas lancer le tournoi, faut arriver frais, et ça c'est très difficile, hein, surtout pour un joueur amateur, parce que moi avec 15 ans d'expérience, ça m'arrive encore de temps en temps d'être atteint, mais c'est ça la plus grosse compétence, c'est la résilience, c'est d'être capable d'être en tilt, mais finalement 3 minutes 30. Et de pouvoir relancer un tournoi et d'être frais à 100% dans la tête et prêt à resubir. Parce qu'en fait, le poker de tournoi, tu subis tout le temps. Parce que tu gagnes jamais en tournoi. Tu gagnes une fois tous les 800 tournois. Donc en fait, tu vas tout le temps être frustré. Et du coup, voilà, tu vas le préparer. Tu vas lui répéter tout un tas de petites phrases qui vont remonter sa jauge de confiance et sa jauge d'estime de lui-même, et essayer de lui rappeler qu'il faut qu'il fasse, de toute façon, juste qu'il donne le meilleur de lui-même. Il ne pourra pas faire mieux que donner le meilleur de lui-même. Donc c'est lui rappeler ce genre de choses-là. Ouais, c'est les mêmes choses, comprendre déjà si cette personne elle est dans cette situation par malchance, entre guillemets, variance, ou parce qu'elle a fait une erreur, ce qui est quand même deux choses différentes. Et après c'est pareil, c'est les phrases, c'est les mathématiques, c'est prendre un petit break, parfois ça peut faire du bien. Ici à Vegas par exemple, bien sûr. Le jour où j'ai été éliminé du tournoi qu'on a fait ensemble, j'avais un peu les boules quand même, clairement. Le lendemain je me suis réinscrit au jour 3. Les premières boulettes, j'ai voulu vite faire des jetons. Et donc j'ai fait n'importe quoi. Clairement, voilà, j'ai busté assez rapidement, j'ai voulu être agressif. Voilà, donc moi j'ai subi ça aussi, tu vois. Après en trading, je les invite à prendre une petite pause pour éviter justement de s'envoyer en l'air et de se rappeler des mathématiques, se rappeler qu'avec nos stratégies, un trade suffit à couvrir 3-4 pertes, et que voilà, le succès, c'est pas ceux qui ont réussi du premier coup. Comme on dit, c'est ceux qui ont réussi malgré les échecs, qui ont recommencé, continué, la résilience, et encore une fois une similitude avec le poker. Ouais. Et c'est très personnel, hein, parce que tu parles de break. Moi j'ai plein d'élèves qui me disent, est-ce que alors je parle surtout de ce que je vis tout au long de l'année. C'est souvent beaucoup plus des gens qui jouent online. Quand on parle de poker, c'est beaucoup plus fréquemment des gens qui jouent online. Et du coup, il y a des gens qui veulent prendre des breaks, machin. Et ça, c'est très personnel, parce que tu vois, à une table, parfois, on dit, tu peux te lever, tu peux écouter la musique 10 minutes, tu peux, resserre ton jeu. Enfin, tu vois, la gestion de ton propre tilt, il faut que tu sentes à l'intérieur de toi cette espèce de chaleur où tu sens que tu vas pas être bon. Tu vois, moi, maintenant, avec 15 ans d'expérience, je peux donner des détails. Il y a 10-15 ans, quand je perds un gros coup, la main d'après, tu vois un espèce de As-10 off, tu sais que tu vas surjouer cette main. Aujourd'hui, quand je perds un gros coup, la main d'après, je suis DG, je vois Roi-Dame suité, je jette les cartes au milieu. J'ai déjà rien à foutre. Laisse-moi tranquille parce que je vais pas bien la jouer la main. Alors je te dis ça, cette situation, ça m'arrive pas toutes les 3 minutes, mais ça m'arrive de jeter une main qui est totalement... Ouais, mais ça c'est de la gestion, ça c'est juste de l'expérience. Tu sens au fond de toi que là, t'es pas prêt à jouer vraiment A-game. Donc en fait, pas cette main. Le live, c'est aussi cet avantage de live. Tu joues une table par une table. Les structures sont en général lentes. Tu vois, alors le main approche, c'est vraiment le meilleur exemple de l'histoire. Le main, c'est des rounds de 2 heures. On a 8500 blindes au départ. Je vais dire 25 000, que les gens comprennent que j'exagère. Blindes. Et du coup, en fait, tu peux même te permettre de te lever une demi-heure, d'aller manger une salade César là-bas si tu veux, de raconter 2 bad beats à des potes et d'aller jouer le 0 2-3 fois qui rentrera pas. Et tu reviens t'asseoir. Tu redescends, tu vois. T'as le temps. C'est vraiment un tournoi où t'as le temps. C'est une folie d'avoir autant de temps pour se recentrer. Moi, je me suis vu dire, là, pendant 1 heure, je vais tout fold. J'en ai rien à foutre. Et c'est même, t'es content. Tu te dis, c'est quoi, je dis prune. Je buste pas. Je fold. Et c'est le seul tournoi où j'ai cette sensation-là, où je suis content de folder. Tous les autres, ça rend fou de folder tout le temps. Ce tournoi-là, tu regardes le niveau, tu vois que c'est très long, tu vois que t'es très profond. Tu dis, il reste 3 heures dans ce tournoi, mais en fait, si je joue 2-3 coups, je vole 2-3 blindes, j'aurai encore 60 blindes au day 3, je vais mettre des jetons dans le sac. Bref, t'as le temps de te gérer émotionnellement et psychologiquement. Oui, après le break, voilà, comme tu dis, c'est perso. Il y en a qui ont besoin d'une journée pour moi, mes élèves. Il y en a qui ont besoin d'1 heure. Il y en a qui veulent tout de suite remonter sur le cheval, comme on dit. C'est ça. Pour le trading, je conseille quand même d'éteindre l'ordi dans la journée quand tu as pris un mauvais trade, quand tu t'es un peu envoyé en l'air. Parce qu'il y a un aspect... on peut plus, je trouve, s'envoyer que sur le poker où tu vas peut-être pas relancer facilement des tournois, alors qu'un trade, tu peux faire un all-in. Tu vois ce que j'allais dire. Non, justement. Enfin, si toi, tu leur dis de jamais faire all-in, puisque évidemment que non. Voilà, parce que tu dis s'envoyer en l'air, mais si en fait si tu gères ta gestion, c'est comme au poker, en fait, t'envoies jamais en l'air si tu gères une bankroll. Non, mais sans rentrer dans le détail, tu prends un trade, tu prends 2 contrats de moyenne en respectant ton money management, mais tu peux en prendre 20.
Ou 200 au max. Bah, les gens, ils font. Oui, non, mais j'imagine que les gens font. Comme moi, quand j'étais online, à l'époque, je jouais un petit peu, où je prenais un bad beat sur un des tournois, j'avais 8 tables, 9 tables, et j'envoyais. Ouais, ça partait, bien sûr, bien sûr. Voilà, non, mais. Moi, je commençais à être un petit peu fatigué aussi de mon Vegas, parce qu'on n'arrive vraiment pas à manger correctement, je trouve. C'est une catastrophe. C'est catastrophique au niveau de la bouffe. C'est des burgers, des hot dogs, des salades César en plastique. C'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y a pas un stand un peu sans faire le mec qui mange des graines un peu plus healthy, on va dire. Alors, excuse-moi, j'ai levé la main, mais à l'époque, au Rio, il y avait une cantine à l'entrée. Moi, j'appelais une cantine. Et il y avait 5-6 stands différents. Et moi, je passais ma vie dans le stand salade où en fait, il y avait 15 légumes. Ouais, tu choisissais ce que tu voulais. Ah ouais, il faisait des salades américaines. C'était trop drôle, il prenait un saladier, mais qui faisait... C'était trop marrant. Vraiment à l'américaine. La salade, c'est la base, et te mettais 1,5 kg de salade verte. Ok, après, tu veux quoi? Et là, bon, bref. Et moi, je mangeais, ce que je disais à mon pote Hervé, je disais, à l'époque, j'essayais de faire des Vegas où je mangeais 0 burger. J'ai vraiment fait un Vegas où j'ai mangé 0 burger. Ouais, là, j'en suis à 68 burgers. Ouais, mais parce qu'il y avait beaucoup de buffets, il n'y en a plus beaucoup. Moi, je vois le buffet du MGM. C'était vachement bien. Où je vais t'amener d'ailleurs pour manger, parce que là, pourquoi tu as un peu plus trouvé ton bonheur. Merci, ça fait plaisir. De quoi? Bah non, mais je vois que tu viens avec tes amis. C'est parce qu'on va jouer le 0, nous. Mais non, mais Non, mais voilà, c'est dur de manger correctement. Non, tu vois, le buffet du MGM, il est bien. Il y a plein de trucs bien pour le coup. Il y a de la salade, exactement ce que tu dis, etc. Sauf que des buffets, il n'y en a quasiment plus. Tout le monde me parle des buffets qu'il y avait il y a 5, 6, 7 ans au Paris, au machin, etc. C'est vrai. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de buffet nulle part quasiment. Le MGM, tu y vas, c'est plein à craquer. Ouais, ça marche. Bah ouais, South Point, il y a un buffet d'ailleurs. On n'a jamais testé, mais il y a un buffet. Je suis passé devant l'autre jour, ouais. C'est juste qu'on n'y va pas aux bonnes heures. Quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est chiant aussi. C'est que les buffets, en plus, sont ouverts le midi, mais pas le soir. Ouais. Enfin, ils ouvrent dès le matin. Là, le secret sur les buffets, c'est d'y aller vers 11h parce qu'ils laissent la nourriture. Ouais, le sucré, le salé. Du breakfast et la nourriture du repas du midi. Ça, c'est pas mal. Oh, le poulet, d'ailleurs, est dégueulasse aux États-Unis. Et tu joues le satellite, toi? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais avoir Blink 182 en ultra VIP. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est de la musique. Hein. Bien. Non, mais je précise quand même. Ça va. Enfin, c'est de la musique, tu m'as dit. Bah écoutez, les amis, c'était passionnant ce petit échange entre C'était sympa. C'était sympa. etc. On va s'en refaire un avant la fin des gars, on s'en refait un tous les trois là. C'était bien ça. Allez. Après le main. On s'en fait un de nuit. Après une soirée. Ou alors on se dit qu'on en fait un une fois que le 0 il est tombé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah alors, pas sûr avant la fin du Vegas. Je vous le promets, les amis, je n'arrêterai pas tant qu'il n'est pas sorti. C'est tout ce que je peux vous promettre. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve très très vite dans le carré. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès que le 0 est sorti. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde.